Bonjour et bienvenue à votre podcast La science dont vous êtes le héros. Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Je me présente Jean-François Sénéchal, un prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval au Québec et à Québec même. Bienvenue à votre podcast sur la science, la recherche en sciences et ces héros ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche académique et notamment dans nos institutions académiques et universitaires. Aujourd'hui dans nos studios, pas nécessairement dans nos studios, là, on va plutôt faire ça sur Zoom. On avait réussi à s'organiser un rendez-vous dans le studio, mais finalement, on a eu un contretemps. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce podcast une femme, et là, je dis une femme extraordinaire, et je pèse mes mots, intelligente, mobilisatrice, sensible, humaine. C'est le cœur de la semaine sur la conduite responsable en recherche, le cœur au sens propre et figuré, celle qui fait vivre cette semaine sur la conduite responsable en recherche depuis maintenant plusieurs années. Judith Paquette est avec nous. Bonjour Judith, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jean-François, tu me diras combien tu me charges pour tous ces éloges, puis faut que je fasse le chèque à l'attention de qui pour pas que le conflit d'intérêt soit trop évident. Non, mais on travaille souvent Non, ensemble, puis tu sais, rarement j'ai oui. l'occasion de dire ces mots-là là, quand je te parle, mais j'en pense pas moins. Là. Ah ben, ça me touche beaucoup Jean-François, mais je pense que tu as un filtre de complice qui vient peut-être te rendre très généreux à mon endroit parce que finalement, je pense que toute cette mobilisation-là, puis toutes ces belles activités auxquelles on est associé, puis auxquelles tu contribues généreusement, c'est vraiment le résultat de plein d'acteurs très importants comme toi, comme les gens qui s'impliquent, les conseillers, comme les professeurs qui s'impliquent dans nos activités, dans nos comités. Puis c'est vraiment pas une personne seule qui peut arriver à je dirais, une dynamique aussi stimulante pour faire la promotion de valeurs qui sont importantes pour la communauté de recherche à l'Université Laval. Vous voyez, là, elle est comme ça. On lui donne on lui lance des fleurs, on lui dit quel est le cœur, le centre, puis tout à coup, elle se place toujours en retrait. Non, non, là, je suis pas au centre, c'est vous, c'est l'équipe, c'est tout le monde. On te reconnaît. Là encore, Judith. Judith, ton rôle à l'université, c'est quoi exactement? Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais ton statut, ce que tu fais, quel genre de responsabilité on te confie? Mais en fait, moi, mon rôle à l'Université Laval, c'est celui d'être agente à la conduite responsable en recherche. Agente parce que je pense que ça rend bien l'idée que je suis quelqu'un qui est impliqué dans les activités qui au niveau structurant, peuvent contribuer à faire avancer les valeurs et les principes de la conduite responsable en recherche. Ça va faire en sorte, par exemple, que je vais être impliquée sur plusieurs comités, parfois sur du long terme, du moyen terme ou parfois sur du court terme, qui réfléchissent sur des préoccupations qui touchent la conduite responsable en recherche, comme par exemple, je sais pas, mais au niveau de la gestion des données de la recherche, ou encore quand on va revoir des procédures dans la mise en place de comités à l'intérieur d'unités structurantes à l'université, développer des outils, par exemple des formulaires d'engagement à la confidentialité, des formulaires de déclaration d'absence de conflit d'intérêt pour des comités d'évaluation. Donc, à différents moments, je vais être interpellée soit pour mettre l'épaule à la roue puis contribuer à produire des livrables. Puis ma contribution spécifique à moi, ça va être de m'assurer que c'est cohérent avec les valeurs de la conduite responsable en recherche. À d'autres moments, ça va être des interventions ponctuelles où on va me demander de jeter un regard sur un livrable avant de le considérer comme terminé pour s'assurer de la cohérence du livrable avec ces valeurs que le vice-rectorat et l'Université Laval endossent de la conduite responsable en recherche. Une Puis, autre partie de mon travail... oui, Oh, vas-y, continue, Judith.
Une autre partie de mon travail, c'est de m'impliquer au niveau de l'application des mécanismes qui sont prévus par la politique sur la conduite responsable en recherche, le mécanisme de gestion des allégations d'inconduite. Et aussi, on a un mécanisme qui est prévu par la politique sur les conflits d'intérêts qui implique je dirais, la grande contribution de 3 comités sectoriels, un comité par secteur. Ce sont des comités consultatifs, ce ne sont pas des comités d'enquête. C'est vraiment des comités qui sont là pour accompagner leurs confrères, leurs consoeurs de leur secteur d'activité pour réfléchir avec eux aux différents risques qui peuvent être en cause ou qui peuvent découler de liens d'intérêt, de façon à les objectiver et réfléchir à des solutions pour atténuer l'impact de ces liens d'intérêt-là sur l'activité scientifique ou l'activité de recherche des personnes qui déclarent ces liens d'intérêt-là. Donc, il y a une coordination à faire. On essaie d'harmoniser les pratiques, la façon d'accompagner les chercheurs dans ces étapes de consultation-là. C'est vraiment une étape, c'est vraiment des tâches délicates, je dirais, là, parce que c'est quand les chercheurs arrivent avec ce genre de problèmes-là, ou lorsque les problèmes sont soulevés par d'autres, des observateurs, conflits d'intérêts, conduite responsable, on parle aussi d'inconduite responsable. Là, j'imagine que tu vois passer des dossiers qui sont très délicats. Effectivement. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est jamais des dossiers qui sont, je dirais, agréables pour les gens qui sont mis en cause, autant les gens qui sont impliqués comme témoins que les gens qui font l'objet d'allégations. Je dirais même, puis dans la majorité des cas, les gens, c'est des maladresses, c'est d'avoir été trop vite, d'avoir sauté une étape, c'est de mal connaître aussi les bonnes pratiques qui va faire en sorte qu'ils vont trébucher, qu'ils vont commettre une maladresse, puis ils sont les premiers à s'en offenser, à être complètement désolé de tout ça, là. Désolé de tout ça. Donc, c'est vraiment un exercice qui est, qu'il faut prendre le temps de le faire délicatement, dans le respect des personnes, dans la protection de leur confidentialité, de leur réputation aussi, parce que c'est pas parce que tu commets une maladresse que ça veut automatiquement dire que tu es quelqu'un de mal intentionné, qui prend des raccourcis pour des objectifs complètement autres que ceux de faire avancer le savoir. Donc, c'est pour cette raison-là. C'est vrai, on l'oublie, c'est souvent c'est ce que je dis entre autres dans mes cours, j'en parle aussi de l'intégrité puis tout ça, puis c'est souvent des gens qui vont poser des gestes désolants, mais c'est des gens quand même qui, comme toi et moi, là, ont des gens qui se croient, qui se veulent honnêtes et intègres, mais tout à coup, c'est le contexte, tu l'as dit, le manque de temps, le manque de ressources, le manque d'informations. Tout à coup, c'est des gens qui dévient un peu, puis après ça, tu as raison, là, une fois que le problème est dénoncé, décelé, mais il faut le résoudre en protégeant plusieurs personnes, y compris la réputation, non seulement des personnes impliquées, mais de l'institution aussi, là. Oui, bien entendu. Puis la semaine sur la conduite responsable, comment ça arrive comment ça arrive sur ton bureau, à quel moment, pourquoi, est-ce l'idée de quelqu'un, c'est quoi la conduite responsable, la semaine sur la conduite responsable en recherche, comment ça émerge, je ne sais pas, du vice-rectorat à la recherche, c'était une demande, c'était quoi? Dans les faits, lorsque le vice-rectorat a décidé d'examiner comment il pourrait enrichir son appui, son offre de service à la communauté de recherche en lien avec la conduite responsable, on a commencé par faire une vaste consultation, un inventaire de tout ce qui existait déjà sur le campus comme outils, comme activités, comme ambassadeurs qui fait la promotion des valeurs de la conduite responsable. Ça fait peut-être 10 ans de ça, c'est ça? En 2014-2015. OK. Puis, je dirais 2015-2016, la consultation, ça s'est déroulé sur 2 ans. On a rencontré beaucoup
beaucoup de monde. Puis notre question, c'était de dire, ben nous, voici, on a fait un inventaire de ce qu'il y a comme ressources déjà sur le campus, comme bonne pratique, tout ça. On vient vous voir pour voir, est-ce qu'on a oublié des choses? Puis aussi pour savoir, est-ce qu'il y a des choses qui manquent, qui vous manquent, qui pourraient être bénéfiques, pour continuer à maintenir la culture de la conduite responsable, de l'intégrité en recherche, de l'éthique en recherche. Parce que lorsqu'on parle de conduite responsable, on parle d'intégrité et d'éthique. Ben oui. Éthique, oui, bien sûr, appliquée dans certains secteurs spécifiques, comme la recherche qui fait appel à des participants ou encore la recherche qui utilise des animaux, mais aussi l'éthique en large qui se préoccupe de conserver le respect des personnes qui contribuent à développer la recherche, qui sont les équipes de recherche aussi, donc avoir du respect envers les contributions intellectuelles des gens qui ne sont pas nécessairement les promoteurs, les développeurs de projets, mais qui contribuent à développer les connaissances par contre. C'est vrai, c'est intéressant. Mais la semaine en tant que telle, comme suite, au début, l'idée, c'était quoi? C'était faire de la formation, de la sensibilisation, c'était une suite de conférences. C'était quoi l'objectif, autant sur la forme, le contenu? C'était quoi l'idée? Donc, dans la foulée de cette consultation-là, évidemment, on a développé des alliances, je dirais des complicités naturelles, dont une qui nous est très précieuse avec l'Institut d'éthique appliquée. On est très chanceux à l'Université Laval d'avoir un tel institut parce que ils font vraiment un travail formidable. C'est vrai. Donc, ce sont les responsables de l'Institut d'éthique appliquée qui seront venus nous rencontrer au vice-rectorat pour dire, ben nous, on organise une école d'été, ça va bien, c'est intéressant. Pourquoi on n'essaierait pas de penser à une formule semblable sur la conduite responsable en recherche? Donc, on voulait pas nécessairement copier la formule de l'école d'été de l'Institut d'éthique appliquée, mais rapidement, ce qu'on a convenu de faire, c'est un événement qui permettrait de faire de la sensibilisation sur, oui, la conduite responsable en recherche, mais aussi sur les nouveaux défis qui se présentent parce que la recherche évolue comme la société évolue, puis les pièges aussi qui peuvent amener les gens à trébucher aussi changent avec le temps. Je pense juste au phénomène des éditeurs malveillants qui vont proposer à des chercheurs de publier dans des revues qui n'ont pas la qualité, qui n'offrent pas la qualité scientifique des visions que les grandes revues ont. Donc, c'est vrai que c'était le fun. On a eu d'ailleurs une édition de la semaine sur la conduite responsable où on a abordé ces thèmes-là. C'est des thèmes, en tout cas, moi, j'en ai vu plusieurs éditions de la semaine. C'est super intéressant. Je pense que tu fais bien de le rappeler. C'est ça, c'est de la sensibilisation, mais c'est aussi un moment pour les chercheurs, pour se rencontrer. En fait, je dis les chercheurs, mais tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin avec la recherche universitaire. C'est un lieu pour se réunir, parler des vrais problèmes liés à la recherche, là, ceux dont on discute autour de la machine à café des fois. Là, non, là, on prend le temps on se donne un lieu, un moment, une semaine pour en discuter véritablement, essayer de trouver ensemble des pistes de solutions. Je pense que c'est ce que j'aime aussi dans ces semaines. Puis, on parle beaucoup de science en recherche, mais on oublie que pour faire la science, il y a un ensemble de compétences qu'il faut aussi mettre en œuvre pour bien mener les travaux. Puis ces compétences-là font beaucoup appel à l'exercice du libre arbitre. C'est vrai. Puis le libre arbitre, pour le mettre en œuvre, c'est important d'avoir des références qui nous permettent de baliser nos décisions, qui nous aident dans le développement de notre analyse, qui vont mener à finalement identifier que la bonne conduite à adopter dans ce contexte-là, c'est celle-là. Puis c'est en ça aussi que le défi est grand pour la communauté de recherche parce que il y a certains secteurs d'activité où il y a comme, j'aime utiliser l'expression, des modes d'emploi ou des procédures standardisées aussi ou ça. Mais lorsqu'on arrive dans l'intégrité, lorsqu'on arrive dans l'éthique, on entre dans un autre registre, un registre plus réflexif, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, c'est plus
des conduites qui doivent prendre en considération le contexte spécifique à l'intérieur duquel C'est vrai. elles ont lieu. Et puis pour ça, ben il faut avoir développé une certaine forme de pratique réflexive sur notre façon de rendre nos activités, puis de prendre nos décisions. Et la semaine sur la conduite responsable se veut un lieu pour faire cet exercice-là collectivement, apprendre de ceux qui l'ont fait, puis voir les résultats que ça produit pour finalement arriver à être encore plus confortable dans la façon dont on assume nos valeurs de conduite responsable en recherche. Tout à fait. C'est une belle description de ce qu'on retrouve, des thèmes, des intentions qui se cachent derrière cette semaine sur la conduite responsable en recherche. Cette année, Judith, on s'est dépassé, je pense. On a vraiment quelque chose de super intéressant cette année. Le programme, il est super intéressant. C'est ça, on a essayé de se renouveler, entre autres, à cause de la pandémie, tout ça. Là, au début, je me rappelle les premières réunions qu'on a eues. Là, on ne savait plus trop qu'est-ce qu'on allait faire avec cet événement-là. On était chez nous dans notre salon, puis on ne savait pas trop comment par quel bout le prendre, là, cet événement-là. Puis c'est curieusement, ça a généré toutes sortes de belles idées, une belle créativité. Puis cette année, on a un programme très intéressant. Est-ce que ça te tente de nous en parler un peu de notre programme, de ton programme aussi, Judith? Oui, oui, effectivement, Jean-François, je nous revois à la première réunion du comité où est-ce qu'on s'est dit, ben là, avec le Zoom, là, on n'a plus de frontières, mais ayons plus de frontières non plus dans notre créativité. C'est vrai. Tablons sur les constats que la pandémie nous permet de faire pour développer notre programmation. Puis rapidement, un des constats qui a fait consensus, c'est le fait que jamais on a autant parlé de science dans la société. C'est vrai. Jamais toute sa valeur, jamais on a été devant la démonstration de toute la valeur de la science. Puis quand je dis la science, là, c'est plus dans le sens du savoir. Ça inclut autant la contribution de toutes les sciences humaines et sociales que la contribution des sciences de la santé pour trouver des solutions. Tout à fait. Parce Puis que c'est diversifié aussi. Je regarde à chaque fois qu'il y a un bulletin de nouvelles, on parle de n'importe quel thème. Dès que ça touche un peu à la pandémie, ben oui, tu as des virologues, puis des épidémiologistes, mais tu as aussi des sociologues, des psychologues, donc tu as toutes sortes d'experts qui se pointent un après l'autre sur Zoom, puis qui nous rappellent, bon, on en sait des choses, puis la science peut nous aider à nous guider. Tu as raison de dire que la science vraiment a occupé une très belle place cette année là, dans nos médias notamment. oui. Et puis, ben, on s'est rendu compte aussi que les médias sociaux, ce médium-là, ne discrimine pas nécessairement en fonction du statut des gens qui vont communiquer de l'information. Donc, les gens à travers ce même médium-là vont recevoir de l'information de différentes natures. C'est Ça va vrai. passer de l'opinion d'un influenceur à un scientifique établi qui est très solide aux yeux de la communauté scientifique, à d'autres scientifiques qui se situent plus dans un registre de références qui font pas nécessairement consensus dans la C'est vrai. communauté scientifique. Donc, ça amène le public à avoir une perception de l'activité de recherche qui est un peu déstabilisée par tout ça, par C'est ces vrai. différences-là. Donc, On lui a on a demandé au public là, rapidement là, de faire les nuances, là, c'est-à-dire entre un chercheur, une opinion scientifique, un chercheur qui est en marge, un peu isolé, moins consensuel. Tout à coup, le public là, se voit bombarder de toutes sortes d'informations, puis on lui demande de rapidement être capable de faire ce tri-là, là, cette hiérarchie-là. Puis aussi, on peut pas faire l'économie de cette richesse de diversité de perspectives Oui, que la communauté de recherche met en œuvre et tolère et même encourage, parce que c'est vraiment ça qui fait avancer, qui va solidifier les consensus, qui va permettre de les dépasser pour explorer peut-être des aspects qui avaient été négligés parce que tous les regards convergeaient vers ce consensus-là. Donc, tout ça, c'est précieux et ça nous a démontré aussi que, oui, bien sûr, la conduite responsable, c'est une affaire
je dirais, de valeurs personnelles, de conduite individuelle, d'acteurs. Mais il y a aussi tout un système qui est là, puis qui se déploie pour protéger l'intégrité en recherche. Mais ce système-là, il vit dans la même société que nous, qui change. C'est vrai. Puis là, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il y a peut-être, au niveau structurel, dans les moyens qu'on s'est donnés, qui sont très, très, très efficaces pour protéger l'intégrité en recherche, il y a peut-être tranquillement des petites fissures qui s'installent dans l'établissement de ces mesures-là, puis qu'il faut être prudent, puis pas les laisser venir désamorcer, détruire tous les efforts qu'on a pu réaliser grâce à ces mécanismes-là. C'est vrai. Donc, on va réfléchir à la fois, oui, je dirais, aux compétences personnelles pour faire de la recherche, mais on veut, à l'occasion de l'édition de cette année, ouvrir un peu plus largement au niveau de notre façon de fonctionner, des mécanismes collectifs de la communauté de recherche qu'on s'est donné, la révision par les pairs, tout ça, à l'ère où la science est de plus en plus connectée, où on parle de la science ouverte, où on permet à des chercheurs de publier des résultats de recherche pendant le processus de C'est recherche, vrai. sans passer nécessairement par les mêmes canaux de vérification qu'on connaît habituellement. Ben, c'est quoi les défis pour l'intégrité en recherche? Il faut rester vigilant, il faut voir venir, il faut ajuster nos stratégies pour continuer de maintenir la qualité de la recherche. Puis c'est à ça c'est de ces Oui, questions-là qu'on va je pense que discuter ensemble. dans nos premières discussions, il y avait ce thème-là, là, c'est-à-dire que si la recherche, la science, là, tu sais, dans un monde où l'information, il y a de la désinformation, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est moins vrai. S'il fallait que la science, tantôt tu parlais des petites fragilités dans le système, il ne faut pas trop qu'il y en ait parce que s'il fallait que la science nous lâche, il reste pas grand-chose en dessous, là. C'est-à-dire que dans des débats compliqués, conflictuels, quand on cherche des socles, des assises un peu plus stables, s'il fallait que ça soit même instable, un peu plus instable, là, ça pourrait être vite inconfortable pas juste dans la science, mais dans le débat public aussi, là. Judith, dans les conférences qu'on va avoir, entre autres, une des premières, c'est lundi, le 10 mai, ce sera justement les idéaux de la recherche pour combattre la désinformation. Donc, ce lien-là, il est tout à fait là. On va recevoir, rappelle-moi, on reçoit, c'est Dr. Comment il s'appelle? Howard New. Est-ce que c'est ça l'espèce, l'Arruda canadien? C'est comme ça que je le décris à mes proches, là. Jean-François Clich aussi va être présent, plutôt journaliste scientifique, lui, qui a été aussi de tous les combats, là. C'est-à-dire qu'on le voit souvent écrire, essayer de remettre les pendules à l'heure, essayer de faire les nuances qui s'imposent lorsqu'on parle de recherche. En ce moment, il y a des contestations, il y a de l'hésitation vaccinale. Il est de tous les combats pour essayer de lutter contre tout ça. Il sera là lundi, le 10 mai. Je crois que c'est 14 heures, c'est bien ça? Oui, permets-moi. 14h à 15h, effectivement. 14 heures à 15 heures. Donc, les idéaux de la recherche et le lien entre ces idéaux-là, je pense que tu l'as bien expliqué, entre les idéaux et la désinformation. À la fin, ça prend des idéaux et des chercheurs qui défendent ces idéaux-là pour nous protéger, notamment contre la désinformation, pour protéger la qualité d'une information qui, elle, est plus stable, qui est vérifiée, qui est celle qu'on associe à la science. Autre thème qui sera abordé, c'est mardi 11 mai, c'est Like ma recherche. Qu'est-ce que c'est exactement, Like ma recherche? Si tu me permets, Jean-François, je vais revenir sur la désinformation. Ben oui. J'ai une idée pendant que tu parlais, puis ça vient de me repartir. Ah oui, moi, je veux souligner le fait que je crois qu'au Québec, puis probablement dans le reste du Canada aussi, mais moi, je suis plus en contact avec la parole que prennent nos scientifiques québécois dans l'espace public. Je crois qu'il y a vraiment un souci de notre communauté de recherche de faire les choses dans les règles de l'art. Et je trouve ça très précieux.
Et je trouve ça très bénéfique aussi parce que vous savez qu'il y a 2 études qui ont été menées en 2011 auprès de la population québécoise et auprès de la population canadienne pour vérifier la confiance qu'ils ont envers la communauté de recherche. Et ces résultats-là sont vraiment très positifs. Et moi, je pense que ça tient à la grande qualité des gens, au souci que les chercheurs prennent lorsqu'ils communiquent, lorsqu'ils ont des opportunités de communiquer avec le public. Leur façon de le faire avec beaucoup de transparence, d'humilité Mhm. aussi, face à certains irritants, certaines apparentes lenteurs dans le déroulement des choses. Alors, ça va être vraiment précieux de pouvoir aussi parler de ces questions-là, puis de valoriser aussi ce travail-là qui est fait. La deuxième activité, comme tu l'introduisais, Jean-François, Like ma recherche, c'est vraiment une activité qui va être spéciale. C'est venu de l'initiative d'une professeure du campus, Geneviève Roch, qui s'est dit à un moment donné, lorsque je fais du recrutement puis que j'utilise le placement d'annonces dans les médias sociaux, il y a plein d'enjeux. Il y a des enjeux scientifiques, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux technologiques ou tactiques sur la façon de faire les choses pour que ça soit, pour vraiment que ça soit efficace. Puis elle dit, comment concilier ces différents enjeux-là? On n'a pas de document de référence. C'est nouveau comme relativement nouveau comme opportunité pour la communauté de recherche. Il y a beaucoup de gens qui voient cette opportunité-là comme très attrayante, qui l'utilisent, qui ont des pratiques. Bon, ben, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas de document de référence, pourquoi pas au moins se donner quelques heures pour réfléchir à plusieurs, puis croiser les différentes perspectives, la perspective scientifique, la perspective éthique, la perspective technologique ou communicationnelle, et aussi prendre en considération les enjeux institutionnels, les enjeux réputationnels pour la communauté de recherche, sa crédibilité, puis réfléchir à plusieurs, selon qu'on est néophyte, selon qu'on a déjà fait des expériences de recrutement à l'aide des médias sociaux, quel apprentissage on en a fait, est-ce qu'on peut convenir ensemble de balises, et identifier des balises qui pourraient permettre de respecter les différentes perspectives qu'on doit considérer lorsqu'on prend des décisions pour élaborer une stratégie de recrutement avec les médias sociaux. Alors pour Très ça, on va avoir intéressant. 2 panels d'invités absolument incroyables Tu as dit qui, 2 panels d'invités? oui, Ah et oui? la première partie, ça va être des gens du service des communications OK. qui vont venir présenter plus un petit peu sur le plan institutionnel. Donc, Laura euh, Rancourt, Carl Bélanger, oui, Rose Odette, c'est ça? C'est en communication? exactement, en communication, qui vont venir nous parler un peu de leur expérience parce ils utilisent les médias sociaux pour Comment faire aller de la, recruter sur les médias sociaux pour aller chercher des participants, avant on disait des sujets là, de recherche, mais ben, des participants à la recherche? dans leur cas à eux, c'est pour faire du recrutement étudiant. Ah, Leur OK. expertise, c'est avec le recrutement étudiant. Mais je veux dire, ils ont certainement fait des apprentissages à travers leurs expériences d'utiliser les médias sociaux pour faire du recrutement. Il y a peut-être des analogies qu'on peut faire Des je dirais leçons, des des leçons qu'on peut leçons, faire. des apprentissages Ben qu'on oui. peut transférer pour l'utilisation de cette stratégie-là pour recruter des participants en contexte de recherche. Puis l'autre Donc, panel, c'était avec, c'est celui avec Sylvain. avec avec Sylvain Auclair, qui est président d'un comité d'éthique, qui va venir nous parler, ben, dans un comité d'éthique, lorsqu'on examine un projet qui prévoit avoir recours à ce type de stratégie-là, c'est quoi nos préoccupations, c'est quoi les enjeux qu'on voit et tout ça, comment on fait ça. Il y a Geneviève Roch, qui est la promotrice de cette activité-là, qui est une chercheure active en recherche, qui a déjà fait du recrutement à l'aide des médias sociaux. C'est d'ailleurs ça qui l'a mis en mode réflexif sur comment on fait ça pour prendre en considération les différents enjeux, les différentes catégories d'enjeux. Puis on aura une dame qui s'appelle Laura Dessureau, qui est Dessureau, conseillère en marketing numérique, qui va venir nous faire part aussi, bon ben, concrètement, là, quand on s'assoit puis on planifie notre stratégie, on peut pas improviser, là. C'est comment on fait ça, puis tout en prenant en considération les préoccupations des chercheurs, de ne pas introduire de biais de sélection, au très niveau intéressant. éthique, de protéger la confidentialité. Bon, comment on concilie tout ça,
Puis ça se traduit comment concrètement Très dans une intéressant. Je vais essayer planification? de les rencontrer justement pour le podcast, là, essayer de démystifier un peu ça. Là, qu'est-ce qui nous prépare? Je pense que ça va être intéressant. Ce sera mardi le 11 mai de 10h à midi. Ça s'appelle Like ma recherche, recrutement ciblé avec les médias sociaux. Donc lundi, mardi, ça s'appelle la semaine, fait qu'on y passe la semaine. Mercredi, on reçoit, donc ça s'appelle les gardiens de l'intégrité à l'ère connectée. Discussion avec Rémi Quirion. On est super content de l'avoir avec nous pour cette édition de la semaine sur la conduite responsable. Donc Rémi Quirion, scientifique en chef, super scientifique en chef du Québec. Et il sera accompagné de Marie-Pierre Elie, journaliste scientifique. Vous l'avez vu sûrement sur quelques plateformes. De quoi vont-ils nous parler, ce beau duo? Ben, ça va être sous forme justement d'un entretien, d'une conversation entre deux personnes qui partagent les mêmes préoccupations, de bien informer le public et en même temps de s'assurer aussi, de réfléchir, d'essayer de voir c'est quoi les nouveaux défis. Lorsque je faisais référence tout à l'heure à peut-être des risques de petites fissures qui peuvent s'installer parce que à l'ère connectée, tout est différent. Donc, on est en train d'apprivoiser ces nouveaux défis-là, puis de découvrir les failles, justement, que ça peut introduire dans la solidité des mécanismes qu'on a utilisés à venir jusqu'à maintenant. Ça fait que c'est plus ce beau duo-là. Je pense qu'on a été chanceux que ces Vraiment. personnes-là acceptent de venir nous donner un petit peu de leur temps, puis nous permettre de bénéficier de leur propre analyse de ces enjeux-là, de peut-être d'être en mode évoquer des solutions qui pourraient être intéressantes à explorer et tout et tout. Non, super. On va avoir j'ai bien hâte d'assister à celle-là. Toujours le même mercredi, cette fois en après-midi, ce sera la désinformation kryptonite de la science. Donc ça, ce sera une rencontre avec Ève Dubé, avec Olivier Bernard. C'est vrai, Olivier Bernard, le pharmacien, qui est pharmacien aussi et journaliste scientifique. Il va y avoir Yannick Dufresne, Gaston, donc Yannick qui est professeur au département de sciences politiques, Gaston Desserre, lui médecin épidémiologiste à l'INSPQ. Donc eux, c'est vraiment on est vraiment dans le cœur de ce qui se passe en ce moment, là. C'est-à-dire les vaccins, la désinformation qui est liée au vaccin, l'hésitation vaccinale. Ève en a parlé à de nombreuses reprises. Donc ça, ce sera vraiment un quadrio, une vraie équipe du tonnerre là, pour parler de ces sujets-là, Judith. Encore là, Jean-François, je nous revois, tu te souviens, les premières réunions quand on fantasmait des gens qu'on aimerait ça réunir autour de la même table pour discuter de comment des maladresses en recherche, ben pas juste des maladresses, dans ce cas-là, c'est vraiment frauduleux, là. Ah oui, L'histoire avec le docteur Wakefield qui a oui. parti la rumeur à l'effet qu'il y avait un lien entre L'autisme puis la entre vaccination. l'autisme et la vaccination. Écoute, ça fait 30 ans de ça, puis encore aujourd'hui, on en subit les contre-coups, tu sais. Ça revient redire toute l'importance de se donner des bons garde-fous pour éviter qu'il y ait des dérives qui vont à un tel point que ça compromet même la sécurité de la population. Oui. Donc, d'avoir des gens qui ont déjà réfléchi à la question, dans le cas de Ève, c'est une spécialiste au Québec, certainement au Québec, peut-être même dans le monde, l'hésitation vaccinale, on la voit parler sur toutes les tribunes. Oui, donc on est chanceux qu'elle ait accepté de venir partager avec nous sa lecture des choses. C'est nuancé aussi, je l'entendais dans une entrevue, là, c'était... Tu sais, c'est nuancé. C'est pas t'hésites, donc t'es un anti-vaccin. Ben non, pas du tout, là. Puis il y a des nuances, elle connaît le discours, elle a fait des entrevues sur le terrain, pourquoi les gens hésitent. Très intéressant. Puis la combiner justement avec des épidémiologistes, le pharmacien qui lui est habitué de marcher sur des œufs, de se lancer dans des sujets beaucoup plus
autant, sinon plus délicat que celui-là. Là. Ça sera vraiment intéressant de les voir interagir. Hein. Puis Yannick aussi, qui vient Oui. avec toute sa perspective de prendre en compte, de sonder l'opinion publique sur la façon de voir les choses. C'est vraiment quelqu'un qui est soucieux d'être efficace dans la façon de prendre le pouls. Puis on va découvrir un Yannick qui a une réflexion aussi sur tous les enjeux d'intégrité en recherche, sur l'éthique en recherche. Je pense que c'est peut-être un côté de Yannick qu'on connaît moins, mais qui est vraiment très intéressant. Monsieur Dessert, dont on n'a pas besoin de brosser toutes les belles qualités qu'on a la chance de voir dans les médias régulièrement, qui va nous venir enrichir les discussions aussi à partir de sa propre expérience de médecin. Ouais. Et bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, Olivier Bernard, lui non plus, qui n'a plus besoin de présentation, dont on apprécie le travail de vulgarisation. Mais j'ai hâte de voir. C'est pas seulement une liste d'invités. Là. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui peut se créer, même sur Zoom, là, entre ces 4 expertises-là. Là, je trouve qu'il y a une belle une complicité, une complémentarité aussi là, qui peut se développer. J'ai hâte de voir. Là, ça sera le mercredi 12 mai, 15h à 16h. Là, donc, 1 heure, tu lances ces 4-là dans un débat avec d'aussi belles questions. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler, tout ça. Donc, mercredi 12 mai et finalement, jeudi 13 mai de midi à 13h. Donc, si vous avez votre heure de lunch le jeudi midi, c'est parfait. Ça s'appelle l'intégrité dans tous les sens. Et ça, c'est notre concours de création artistique. Ça, c'est super trippant. C'est vraiment un peu champ gauche ce qu'on a essayé de faire cette année, combiner art et conduite responsable en recherche. Qu'est-ce que tu veux nous dire à ce sujet-là, Judith? Moi, je pense que c'est un peu audacieux, puis en même temps, c'est une forme de reconnaissance de les différentes façons de contribuer au développement du savoir. Je pense que il y a différentes démarches qui peuvent contribuer à faire avancer les connaissances, qui passent par des canaux qui mettent à contribution d'autres sens que les activités cérébrales. Et je trouvais le fun qu'on puisse ajouter un volet qui permette à des gens qui vont mettre à contribution d'autres talents qu'ils ont que les talents intellectuels pour développer des connaissances et les illustrer, parce que c'est un des volets du concours, à travers des photos, des dessins, des performances visuelles numériques. Ben oui. Et ou encore à travers, je dirais, une réflexion présentée sous forme d'un slam sur c'est quoi les défis de la conduite responsable, de l'intégrité en recherche, de l'éthique en recherche, quand on a une sensibilité à ces choses-là, puis qu'on a une façon différente de les partager avec notre communauté de chercheurs. C'est vrai. Moi, je pense que c'est ce qui a piqué le plus ma curiosité cette année. C'est Ariane qui a l'idée ce projet-là. On va la recevoir, Ariane, d'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur ce concours-là. Bien hâte de voir les résultats, les œuvres aussi qui vont être présentées. Bien hâte de voir le résultat de tout ça. Merci, Judith. De quoi C'est pas tout. Ah, c'est pas tout, comment C'est ça? pas tout. Ah. On a cette année un autre volet qui est vraiment, vraiment très riche, qui est les balados que tu produis, Jean-François, avec nos invités, qui permet d'aller dans un format plus informel, où est-ce je pense on a plus l'occasion d'aller avec notre authenticité sur les choses qui nous tiennent à cœur, essayer de mettre en valeur le fait qu'il y a plein d'autres gens aussi dans la communauté de recherche qui parfois peuvent se sentir isolés d'avoir ces sensibilités à ces questions-là, mais de leur permettre de constater qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ces sensibilités-là et de mettre ça en valeur. Merci beaucoup, Jean-François. Moi, je suis vraiment content de ça parce que je trouve que ça met en valeur toutes sortes d'acteurs là, que dans une formule conférence classique, là, on perd une partie de la valeur de ces conférences-là. Des conférenciers là, sont souvent extraordinaires, puis on les met sur un panel, ils s'expriment pendant 5 minutes.
Puis après ça, c'est qu'on a là, pas grand-chose, ultimement. Là, je trouve que prendre le temps, en inviter quelques-uns, avoir un entretien un petit peu plus informel comme ça avec eux. J'ai eu une conversation avec Olivier Bernard. Super intéressant, puis ça met en valeur le contenant, là. Donc, qu'est-ce que ces personnes-là extraordinaires ont à dire sur la conduite responsable? Mais je trouve que ça met en valeur les acteurs aussi qui préparent cette semaine-là. Moi, je le vois depuis plusieurs années. Des actrices, des actrices comme toi, Judith, qui travaillent souvent dans l'ombre, puis d'avoir des conversations, parce que les vraies conversations sur la conduite responsable, j'en ai eu plusieurs avec ces acteurs-là, et ils ont aussi quelque chose à dire. Ils ont un discours, ne serait-ce que par leurs actions, savoir qu'est-ce qu'ils font en matière de promotion, de sensibilisation à la conduite responsable. Donc, je pense que c'est de mon côté, c'est ma plus grande fierté, là, mettre en valeur le contenu, mais aussi les acteurs qui s'impliquent dans cette semaine-là. Toi, Judith, de quoi es-tu plus fière cette année? Bien, moi, je dirais que ce que je suis le plus fier, c'est et puis là, ça va faire tellement cliché, mais c'est de la résilience. La résilience de tout le monde, qui, à travers toutes ces innombrables dommages collatéraux avec lesquels on est obligé de composer au quotidien, n'éteint pas. N'éteint pas l'enthousiasme vis-à-vis ces questions-là. N'éteint pas le souci de rester vigilant, de rester alerte vis-à-vis tous les compromis qu'on pourrait s'excuser de faire puis qu'on ne doit surtout pas faire malgré que la situation est éprouvante. Alors moi, ça m'impressionne toujours. Je pense que je dirais que c'est ma plus grande fierté de l'année, ce constat-là de la résilience puis du courage des gens. C'est vrai. C'est inspirant. Inspirant, Judith. Écoute, merci de nous le rappeler. Merci de faire tout ça aussi. Je te vois aller, je le répète, là, c'est vraiment inspirant de te voir défendre à ta manière, on l'entend dans ton discours, là, défendre à ta manière les idéaux, les valeurs de la recherche universitaire, un travail encore une fois dans l'ombre. Et là, je suis content de mettre un peu la lumière sur toi. Un travail dans l'ombre là, qui reste extraordinaire. Rappel peut-être en conclusion, la semaine sur la conduite responsable, ce sera du lundi 10, mettez ça à votre agenda. Lundi 10 mai au 14 mai 2021, ce sera des conférences, ça se passe sur Zoom, vous planifiez ça, vous rentrez ça dans votre horaire, vous prenez votre petit café, puis même des fois sur l'heure du dîner, vous écoutez ça. Donc, pointez-vous, inscrivez-vous en grand nombre. Nous discuterons de l'importance, vous l'avez entendu, de l'intégrité, de la conduite responsable en recherche, la confiance du public envers la science, ses institutions, notamment dans le contexte de cette fameuse, cette damnée pandémie mondiale. Voilà, ce sera tout. Merci. Merci encore, Judith, d'avoir accepté notre invitation. Jean-François, tu le sais, j'aime tellement ça collaborer avec toi que c'est difficile de refuser de telles opportunités. Merci encore pour ton travail, Jean-François. Merci, Judith. On se revoit lors de la semaine sur la conduite responsable. Ce sera du 10 au 14 mai. Pour les infos, allez voir sur notre site sur la conduite responsable en recherche de l'Université Laval. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et notre invité, Judith Paquette. Les super-héroïnes travaillent presque toujours dans l'ombre. Hein, Judith? Merci encore. Merci, Jean-François. Et allez, on se revoit au prochain épisode. Bye bye. Bye tout le monde.